Vous écoutez RFI, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Les Zambiens ont voté dans le calme hier pour les élections générales après une campagne sous tension. Pas encore de chiffres officiels, mais le taux de participation pourrait s'établir autour de 60%. Au Burundi, toujours beaucoup d'interrogations autour du sort du journaliste Jean Bigirimana, disparu il y a 3 semaines. Hier, les 2 corps repérés dans une rivière ont finalement été repêchés, mais il est impossible de les identifier pour le moment. La République démocratique du Congo, les évêques catholiques continuaient hier de rencontrer les différents acteurs politiques pour tenter de les mettre d'accord sur le lancement d'un dialogue national en vue des élections. Et puis en cette journée internationale de la jeunesse, nous irons à la rencontre d'un jeune entrepreneur malgache qui s'est lancé dans le développement web. Les élections générales se sont donc bien passées hier en Zambie. Malgré le climat tendu de la campagne électorale, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les électeurs étaient appelés à choisir leur président, leurs députés, leurs conseillers municipaux. Ils devaient aussi se prononcer sur un changement de constitution. Lors du précédent scrutin présidentiel, 2 hommes étaient arrivés au coude à coude, le sortant Edgar Lungu et le principal opposant Hakainde Hichilema. Cette fois, ils pourraient encore être tous les deux en tête du vote. Pour les départager, hier, des files d'attente étaient visibles devant les bureaux de vote dans la capitale, Lusaka. Fabrice Wimo. Toute la journée de jeudi, les Zambiens se sont massivement déplacés aux urnes. Les médias locaux estiment le taux de participation à plus de 60%. C'est à 6 heures que le scrutin a démarré et jusqu'à sa clôture à 18 heures, heure locale, les électeurs ont continué à affluer dans les bureaux de vote. Edgar Lungu a voté pour sa part peu avant midi dans le quartier de Chawama, au centre de Lusaka. Les radios zambiennes diffusaient des appels au calme dans la matinée, mais à l'inverse de la campagne électorale agitée, la journée de vote a été pour le moins paisible. Seul incident notable, une bagarre entre 2 hommes dans un bureau de vote au sud du pays. C'est la 2e élection présidentielle en l'espace de 18 mois pour les électeurs zambiens. En 2015, une élection anticipée avait eu lieu après le décès de l'ex-président Michael Sata. Edgar Lungu a terminé le mandat de son prédécesseur en l'emportant avec moins de 28 000 voix d'avance sur son rival Hakainde Hichilema, soit 1,5% d'écart lors d'une élection à un tour. Les 2 hommes devraient à nouveau se faire face durant ce scrutin. Cette fois-ci, les nouvelles règles constitutionnelles stipulent que si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé. Les premières tendances seront annoncées sous 48 heures. Et on s'intéresse à présent à un tout autre vote. Celui-ci doit avoir lieu aujourd'hui. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies est appelé à se prononcer sur le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud. Un projet auquel le gouvernement sud-soudanais s'est opposé cette semaine, affirmant qu'il allait à l'encontre de sa souveraineté. Ce projet d'envoyer plus de casques bleus au Soudan du Sud intervient 1 mois environ après les violents combats qui ont éclaté dans la capitale Djouba. Des affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles proches de l'ancien vice-président Riek Machar qui ont fait 300 morts, plus de 70 000 réfugiés. Ces violences, le regain de tension également constaté dans le sud du pays près de la frontière ougandaise ont encore aggravé les choses pour la population sud-soudanaise. La situation humanitaire est très très compliquée. Nassir Abel Fernandez est coordonnateur des opérations d'urgence au HCR. Il se trouve actuellement à Ajdoumani, dans le nord de l'Ouganda, près de la frontière sud-soudanaise. Il témoigne. Entre le 7 juillet et le 10 août, 73 300 personnes sont arrivées du Soudan du Sud. Avant cela, entre janvier et fin juin, il y a eu environ 34 000 arrivées. Donc ce sont plus de 100 000 personnes qui se sont réfugiées dans la région du Nil occidental, en Ouganda, depuis le début de l'année. Actuellement, nous tentons de transférer les gens depuis les centres d'accueil surpeuplés vers un nouveau camp de réfugiés à Yumbe. Ces personnes viennent principalement de Djouba, de Kajokeji et de Yei au Soudan du Sud. La plupart sont des femmes et des enfants. Avant, ils venaient avec toutes leurs affaires, mais maintenant, ils arrivent avec très peu de biens et à bout de force.
Des propos recueillis par Laure Broulard. Reporters sans frontières lance un appel au Burundi. L'organisation demande des preuves de vie du journaliste Jean Bigirimana qui travaille pour le journal Iwachu et pour Info Grand Lac. Il est porté disparu depuis 3 semaines maintenant. Les journalistes d'Iwachu mènent l'enquête de leur côté pour tenter de savoir où il se trouve. En fin de semaine dernière, ils ont repéré 2 corps dans la rivière Mubarazi. Ces corps ont finalement été repêchés hier après avoir été reportés à 2 reprises. Faute de matériel, l'opération a donc pu avoir lieu. Ces corps sont très abîmés. Il est impossible de les identifier. En l'état, il faudra sans doute avoir recours à une analyse ADN. Le Burundi, où par ailleurs la police ferme les bureaux de change et arrête les agents qui ne respectent pas le taux officiel fixé par la Banque centrale, à savoir 1600 francs burundais pour $1, contre 2007 à 2800 francs burundais dans la rue en raison de la pénurie de devises étrangères. Selon la police, 15 bureaux ont été fermés dans la capitale ces derniers jours. 12 agents ont été arrêtés. La Banque centrale accuse les cambistes de spéculer et d'être à l'origine de l'augmentation des prix. Carole Valade. Fermeture des bureaux de change et arrestation des agents récalcitrants, la mesure est pour le moins drastique. Le mois dernier, la Banque centrale du Burundi avait déjà convoqué les cambistes accusés de spéculer sur la monnaie et d'être ainsi à l'origine de la hausse des prix. Mais rien à faire, le dollar et l'euro sont trop rares au Burundi et il faut donc mettre le prix pour s'en procurer au marché noir. Si ces devises se font rares, c'est que les sources se sont taries. La principale était l'aide extérieure, celle des pays occidentaux. Mais la plupart ont fermé le robinet suite à la crise, à l'instar de l'Union européenne. Ensuite, le pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Et enfin, les violences ont fait fuir les investisseurs ainsi que les derniers touristes étrangers. Or, le pays a besoin de cet argent pour payer ses fonctionnaires, ses importations et surtout pour éviter que sa monnaie ne perde encore plus de valeur. Une mesure jugée désespérée par un observateur de l'économie burundaise qui n'aura que peu d'impact sur l'augmentation des prix et vise surtout à garder la main sur le peu de devises étrangères qui circulent encore au pays. Les consultations se poursuivent en République démocratique du Congo, menées par l'Église catholique pour tenter de lever les blocages et de permettre la tenue d'un dialogue politique en vue des élections à venir. Les évêques ont rencontré tour à tour le facilitateur nommé par l'Union africaine, puis le G7, la majorité et différentes composantes de l'opposition hier. Une partie de l'opposition a récusé le facilitateur il y a maintenant quelques jours déjà et demande certaines mesures avant d'entamer les discussions avec le pouvoir, à savoir la libération de détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques ou encore la fin des poursuites contre certains opposants. Parmi les personnalités dont l'opposition demande la libération, il y a Eugène Diomine Dongala du Parti démocratie chrétienne et de la majorité présidentielle populaire, plateforme née de la contestation des résultats de la dernière présidentielle. Il a été condamné pour viol, une accusation que son parti dénonce. Jean-Pierre Boca, porte-parole de la MPP. C'est un prisonnier politique. Tout ce qu'on lui a reproché n'a rien à voir avec la justice congolaise. C'est pourtant c'est important qu'il soit là pour participer et apporter à ce dialogue les aspirations du peuple congolais que lui représente. Et cela servirait aussi à décrisper la situation politique du pays, parce qu'on ne dialogue pas la peur au ventre, on ne dialogue pas les revolvers sur le tampon. Mais le gouvernement prend toujours l'exemple justement d'Eugène Diomine Dongala en disant on nous demande de libérer les prisonniers politiques, mais on ne peut pas libérer quelqu'un qui a été condamné pour viol. Non, vous savez qu'il n'y a pas d'infraction politique. On couvre les infractions politiques sous des infractions de droit commun. Jean-Pierre Boca, porte-parole de la MPP. La majorité congolaise a elle aussi rencontré les évêques. Et pour le sénateur Cheo Kitundu, le président et le gouvernement ont déjà fait des concessions, mais il y a des limites. Le président de la République, déjà dans le message précédent, l'ordonnance portant convocation du dialogue, avait pris l'engagement de procéder à certaines mesures de décrispation. C'est ce qui a commencé avec des mesures de grâce présidentielles, dont certaines personnes ont bénéficié. Et ces mesures de grâce ne sont pas les dernières. Je crois qu'au fur et à mesure que les conditions légales sont remplies, les personnes concernées bénéficieront de ces mesures de grâce. Par exemple, la MPP, la démocratie chrétienne, dit qu'il ne peut pas y avoir de dialogue sans Eugène Diomine Dongala. Le G7 va parler du cas de Moïse Katumbi. Il faut voir le contenu du dossier pour voir si les conditions sont remplies. Parce qu'il y a certains cas que vous citez, mais qui relèvent plutôt du droit commun. Toutes les autres personnes qui remplissent les conditions
devront bénéficier des mesures de grâce présidentielle. Des propos recueillis par Sonia Rollet. Le président congolais est quant à lui en déplacement dans l'est de la RDC. Joseph Kabila devrait rencontrer aujourd'hui son homologue rwandais, Paul Kagame. Place aux jeunes, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. Direction tout de suite Madagascar à la rencontre d'un jeune de 28 ans. Tsilavn Razafnirin, développeur web, passionné de jeux vidéo et d'internet. Il a créé sa propre entreprise avec son cousin. Après avoir travaillé dans le secteur des nouvelles technologies et après s'être lui-même formé en parallèle à la création de sites internet, Vulana Razafmanantsou l'a rencontré. Avec son cousin, Tsilavn a monté Lumei, une entreprise de création de sites internet et de jeux vidéo, il y a moins d'1 an. Leur bureau se trouve au 2e étage de leur maison familiale. Dans la grande salle, l'équipe travaille sur un jeu vidéo de voiture qui sort avant la fin de l'année. Un défi pour le jeune chef d'entreprise. Ne serait-ce que l'électricité qui coupe tout le temps, ça c'est un gros problème pour nous, les créateurs de jeux et de sites internet. Hier, ça a coupé 3 heures ici, donc pendant la première demi-journée, on n'a pas du tout travaillé. D'autre part aussi, il y a la connexion internet. Non seulement c'est cher, mais en termes de qualité, c'est pas très bon. On paye 150 000 arrière par mois. 150 000 arrière, soit l'équivalent de 45 € et ce n'est même pas l'offre illimitée. L'équipe d'une dizaine de collaborateurs travaille avec les moyens du bord et un sens de l'humour certain. Je suis dans le serveur du gouvernement. C'est pas ce genre de choses. Alors, notre gouvernement n'a pas de serveur. Avec ou sans serveur informatique, le gouvernement est vu d'un très mauvais œil par les jeunes comme Tsilavn. L'État doit être un exemple. Un pays sans État, c'est un pays qui est voué au chaos. Actuellement, c'est un peu ce qui se passe à Madagascar. On a un semblant d'État. Si aujourd'hui, tu es confronté à des problèmes juridiques, c'est l'argent qui va parler en premier. Tu ne peux ni compter sur la justice, ni compter sur les gens qui dirigent, qui font les lois. Dans cette entreprise, la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Ici, les jeunes espèrent un changement pour les prochaines générations, mais n'attendent pas l'aide de l'État pour avancer. Vulana Razafmanantsou, Antananarivo, RFI. Antananarivo, il est maintenant 7h42. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre notre rendez-vous quotidien avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Frédéric Gara reçoit le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Joël Nguessan, porte-parole du RDR, répond aux critiques sur le projet de réforme de la Constitution formulé il y a 2 jours sur notre antenne par le président du Front populaire ivoirien. Nous retrouverons ensuite Norbert Navarro pour lire ensemble quelques passages des journaux du continent. La revue de presse Afrique, ce sera dans 10 minutes. Mais avant cela, place au journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux. 8e journée des JO à Rio aujourd'hui. Elle sera marquée par le coup d'envoi des épreuves d'athlétisme, Éric Mamrut. Place aux stars de la piste dans le stade olympique de Rio. Des débuts peut-être en fanfare pour l'Afrique, avec une finale du 10 000 mètres féminin qui s'annonce historique. L'Éthiopienne Tirunesh Dibaba va viser sa 3e couronne olympique consécutive, ce qui serait une grande première. On suivra également les séries du 100 mètres féminin, avec notamment Muriel Aouré, la vice-championne du monde 2013 à Moscou. À 28 ans, l'Ivoirienne va participer à ses 2e Jeux olympiques, forte de sa précieuse expérience de Londres 2012. Muriel Aouré se souvient au micro de Christophe Jousset. La première fois que j'ai fait les Jeux Olympiques, c'était ma première année sur le circuit, première année professionnelle et tout ça. J'avais tellement peur. J'étais intimidée parce que je dis c'est les Jeux Olympiques et les filles contre qui je courais, je les regardais, ça fait des années, c'est comme si j'étais un peu impressionnée, quoi, mais j'avais pas d'expérience, quoi. Mais cette fois-ci, comme je l'ai déjà fait, j'ai fait beaucoup de championnats du monde et tout ça, donc je me sens beaucoup plus calme, prête et cette fois-ci je peux juste me concentrer sur ma ligne et faire ce que j'apprends tous les jours, donc exécuter la course et gagner. Outre Muriel Aouré, sa compatriote Marie-Josée Talou et la gabonaise Rudizang Milama participeront à ces séries du 100 mètres. La finale, elle, aura lieu demain. Hier, 2 nouvelles médailles sont tombées dans l'escarcelle de l'Afrique. 2 médailles pour l'Afrique du Sud. De l'argent en aviron pour le 200 barreur composé de Lawrence Britton et Sean Killing. Du bronze en rugby à 7 grâce à la large victoire des Blitzboks face au Japon lors de la petite finale 54-14. Résultat, le total de médailles pour le continent grimpe à 7.
Le judoka égyptien Ramadan Darwish est lui passé tout près de monter sur le podium dans la catégorie des moins de 100 kilos. Il a été battu en repêchage. Défaite d'entrée pour le Malien Ayouba Traoré. Chez les dames en moins de 78 kilos, les deux Africaines engagées ont chuté dès le premier tour. La Gabonaise Sarah Mazouz et la Camerounaise Hortense Vanessa Mbala Atangana. La championne d'Afrique en titre dominée aux pénalités seulement par la Polonaise Daria Pogorzelek, d'où sa légitime déception au micro d'Olivier Pron. Je me suis battu jusqu'au bout, j'ai donné tout ce qu'il fallait, mais peut-être il m'a manqué, c'est un petit point. Mais bon, c'est pas grave, parce que moi je sais que j'ai tout donné, je suis fier de moi, mais aussi un peu triste parce que j'ai perdu, parce que je voulais absolument passer ce tour. Par rapport à la défaite, je suis déçu. Et par rapport aux problèmes aussi que j'ai eu dans la délégation camerounaise, j'ai combattu sans entraîneur. Le Cameroun n'a pas accrédité mon entraîneur et du coup, ça joue aussi dans le mental de l'athlète et tout. En boxe, on disputait le premier tour dans les catégories poids-coq, super léger et mi-moyen. Bilan pour l'Afrique, 4 qualifications et 6 éliminations, dont celle du Camerounais Mahaman Smaila, battu à l'unanimité par le Turc Batuhan Gozgek. Dans le bassin olympique, 27 Africains sont partis à l'assaut des séries du 50 mètres nage libre masculin. Un seul s'est hissé en demi-finale, puis en finale, le Sud-Africain Bradley Edward Tandis. Les autres ont fait de leur mieux, à l'image du Burundais Billy Scott Irakose, 66e temps des séries, en 26 secondes 36 centièmes. Il améliore son record personnel, et ce malgré le stress qu'il a ressenti. Billy Irakose au micro de Christophe Diremzian. Beaucoup stressé, mais bon temps, est meilleur qu'avant. Donc, j'espérais faire comme je l'ai fait dans les entraînements, mais ça n'a pas été le cas, mais quand même, je suis un peu satisfait. C'est l'environnement qui vous a un peu stressé, vous me dites ? Oui, ça a été un peu difficile de s'acclimater. Le régime alimentaire, ça a complètement changé. Beaucoup de choses d'ici, on ne trouve pas ça au Burundi. Aujourd'hui, on suivra les séries du 50 mètres nage libre féminin avec 19 Africaines engagées et la finale du 200 mètres d'eau avec la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Enfin, en basket, le Nigeria a bien résisté face à l'Espagne, vice-championne olympique en titre, mais a dû s'incliner 96-87. C'est sa 3e défaite en 3 matchs. Un journal des Jeux signé Eric Mamrut. Notre invité ce matin est le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RDR, parti du président Alassane Ouattara. Il répond aux critiques formulées avant-hier sur notre antenne par le président du parti d'opposition FPI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan se montrait très critique sur le projet de réforme de la Constitution ivoirienne. Il dénonçait un manque de concertation et certains contenus comme la création d'une vice-présidence ou d'un Sénat. Vous allez entendre les réponses cette fois de Joël N'Guessan, le porte-parole du RDR et l'invité de Frédéric Cara. Joël N'Guessan, bonjour. Bonjour. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, a eu des propos très critiques à l'encontre de la façon dont est menée la réforme constitutionnelle. Il parle à l'égard du président Ouattara de cécité, de surdité et d'impuissance. Qu'est-ce que ça vous inspire comme propos ou comme réflexion ? Tout d'abord, je voudrais dire que voici un monsieur qui était avec nous à Marcoussis, qui a signé l'accord de l'INAS Marcoussis, et dans cet accord, il était question de faire la réforme de notre Constitution. Et qui, quelques années après, vient remettre sa propre signature en cause. Donc s'il y a cécité, c'est du côté d'Affi-N'Guessan qu'il faut chercher. Les critiques de l'opposition, de manière plus générale, c'est que par rapport à cette nouvelle constitution qui fonderait la Troisième République de Côte d'Ivoire, il y a un manque patent de concertation auprès des partis politiques, auprès de la société civile, auprès des institutionnels. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ces critiques n'ont pas de sens, parce que le comité des experts mis en place par le président Alassane Ouattara a déjà rencontré les partis d'opposition, pratiquement toutes les composantes de notre société, ce qui fait que je comprends que l'opposition soit dans son rôle d'opposant. C'est leur rôle, mais ce qu'ils doivent retenir avant tout, c'est qu'une constitution est d'abord l'émanation de la volonté d'un peuple. Cette constitution, le président Alassane Ouattara l'a dit, sera soumise à référendum. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va décider. Alors quand j'entends M. Affi-N'Guessan parler de passage en force, si vraiment le peuple décide et qu'il estime que le peuple est en train de passer en force, oui, le peuple a le droit de passer en force. L'une des critiques également, c'est sur la constitution d'un Sénat. L'opposition estime que la Côte d'Ivoire, dans le contexte actuel, peut faire l'économie d'une deuxième chambre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est leur façon de penser, mais le Sénat s'impose. Et ce qui m'étonne aussi et que je voudrais faire remarquer, c'est que tous ceux qui font des critiques aujourd'hui sont dans une posture de critique sur les cesses des anges. Voici un test constitutionnel qui n'est pas encore sorti. On n'en donne que quelques aspects. Et puis les gens s'évertuent à dire non, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Mais
On est d'accord sur quoi? Ça participe du dialogue national, ça c'est bon, ils sont dans leur droit de s'opposer. Nous aussi, nous sommes dans notre droit, en tant que parti au pouvoir, dans le cadre du RHDP, de dire qu'on doit soumettre cette constitution à l'approbation du peuple. L'une des autres questions qui fait débat, c'est la création d'un poste de vice-président. Là aussi, l'opposition dit on va se retrouver avec un exécutif à 3 têtes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Est-ce que, par exemple, le poste de Premier ministre va être supprimé au profit d'un poste de vice-président? Attendons de voir le test final. Pour le moment, on n'est là pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que avoir un vice-président, c'est pas mauvais. Ça se passe aux États-Unis. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Au Ghana, ils ont un vice-président. Au Nigeria, ils ont un vice-président. Alors, je trouve que les arguments aujourd'hui avancés par l'opposition sont puérils. C'est pour ça que, je le répète, le test n'est pas encore sorti. Moi, je voudrais que l'opposition soit un peu responsable. On ne discute pas du sexe des anges. C'est vraiment de l'opposition pour faire de l'opposition et c'est vraiment être de mauvaise foi quand je les entends dire cela. Je reviens à la question du Sénat. Apparemment, les sénateurs seraient pour partie élus et pour partie nommés par le président. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment cela se fait en France? Les sénateurs, ils sont tous élus. Ils sont élus. C'est notre option. Et je vous dirai que quand le test final va sortir, c'est au peuple de Côte d'Ivoire de décider. Quand le peuple dira, oui, monsieur le président, nous sommes d'accord pour qu'une partie soit élue et que l'autre partie soit nommée par vous, cela s'impose à nous. C'est une intromission entre l'exécutif et le législatif. J'ai dit, cela s'impose à nous. Quand la nouvelle constitution sera votée, il n'y aura pas de critique possible. C'est la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ceux qui veulent s'opposer à ce test, qu'ils attendent de voir le test, et puis maintenant qu'ils apportent leur critique, le peuple va apprécier le niveau des critiques. Jeanne Guessant, puisque vous êtes favorable à un président et une vice-présidence, dans les perspectives de 2020, vous verriez un président PDCI et un vice-président RDR ou l'inverse? Sachez que nous allons au parti unifié, donc ce sera le RHDP, donc ce ne sera plus une question de RDR ou PDCI. Jeanne Guessant, je vous remercie. Merci. Il répondait à Frédéric Gara. La situation à Alep, la ville du nord de la Syrie où s'affrontent rebelles et forces fidèles au président Bachar el-Assad. Les Nations Unies discutent toujours avec la Russie qui soutient le président d'une trêve humanitaire alors que de nouveaux soupçons pèsent sur le régime syrien quant à l'utilisation d'armes chimiques. À la Thaïlande, plusieurs bombes ont explosé en quelques heures, notamment dans une station touristique faisant au moins 4 morts. La junte militaire au pouvoir dénonce une volonté de semer le chaos. On retrouve tout de suite Norbert Navarro pour la revue de presse Afrique. Bonjour Norbert. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une ce matin, le Gabon où débute demain la campagne électorale officielle de la prochaine élection présidentielle. Oui, plus que 2 semaines en effet avant ce scrutin à un tour prévu le 27 août. La pré-campagne aura été des plus virulentes. Illustration ce matin avec l'éditorial de l'Union. Ce journal d'État laisse entendre que le candidat Mukombo se désisterait en faveur de Jean Ping. La campagne officielle, elle, s'annonce explosive, prévient le quotidien burkinabé Le Pays. C'est la campagne de tous les dangers. Au Gabon, le climat est tel que la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres, craint ce journal Ouagalé qui s'attend à ce que les opposants au président sortant Ali Bongo remettent sur la table la question de sa filiation. Aspirant à une campagne apaisée, le Pays rappelle toutefois que si Ali Bongo a pu succéder à son défunt père et est traîné par la suite à un premier mandat face à des candidats comme André Mbaoba, c'est sans doute du fait de manœuvres électorales révélées d'ailleurs plus tard par Wikileaks, énonce-t-il. Question au Burundi, le pays est-il en paix ou menacé par la guerre civile? C'est selon, à lire le reportage sur place que publie ce matin le journal Libération. Le dialogue de sourds persiste, le régime soutenant que le pays est en paix, raison pour laquelle il refuse donc tout dialogue avec l'opposition ou une quelconque intervention internationale. Ce quotidien français affirmant au contraire que la guerre civile plane sur le Burundi. Dans le sud du pays, région du pouvoir militaire Tutsi pendant 30 ans, Libé a constaté que les règlements de compte entre opposants et proches du régime se multiplient et ce journal fait état de ce qu'il appelle une vaste opération de répression qui a discrètement lieu de jour en jour. Et il décrit une situation qui n'est ni vraiment de guerre, ni vraiment de paix. Et puis Norbert, la question lancinante du franc CFA revient dans la presse. Le site internet français Mediapart a publié hier le 3e et dernier volet d'une série d'articles consacrés à la zone franc. Le premier dimanche évoquant une monnaie nocive pour les États africains. Le second fustigeant ces dirigeants des États concernés qui ne font rien pour retrouver une souveraineté monétaire.
Et le dernier, hier, donc, consacré aux esprits critiques de la zone franc qui ulcèrent Paris. Car, contrairement aux discours officiels, la France n'a jamais envisagé de renoncer à son rôle de pilote de cette zone monétaire, énonce ce journal en ligne. Depuis toujours, le franc CFA est un sujet tabou. Les esprits critiques sont très mal vus par les autorités françaises, souligne donc Mediapart. Depuis toujours, le site internet rappelle l'assassinat en 1963 du Togolais Sylvanus Olympio, premier président des indépendances, jugé dangereux par Paris alors qu'il voulait créer une monnaie nationale et donc réviser les accords monétaires signés avec la France. Celui de Thomas Sankara, tué en 1967, et ses déclarations à Mongo Betty, quand l'alors président du Burkina Faso disait à cet écrivain camerounais « Le franc CFA est une arme de la domination française. L'économie française et, partant, la bourgeoisie capitaliste marchande française bâtit sa fortune sur le dos de nos peuples. » Mediapart évoque aussi pêle-mêle le cas de l'Ivoirien Mamadou Koulibaly alors qu'il était ministre de l'économie et des finances en l'an 2000, quand le président français Jacques Chirac a intimé à son homologue ivoirien Robert Gay de le faire sortir du gouvernement à cause de ses positions anti-franc CFA, ou celui du Togolais Kako Naboukpo qui a perdu son poste de ministre sous la pression directe de la BCEAO et d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui se sont plaints auprès du président togolais Faure Gnassingbé à cause de ses analyses critiques sur le franc CFA. Alassane Ouattara, justement, Norbert, le président ivoirien défend bec et ongle le franc CFA. Oui, pour ce site français d'information en ligne très réputé qu'est Mediapart, Alassane Ouattara joue aujourd'hui le rôle de gardien du temple et de gendarme. Et depuis 2011, Ouattara a confirmé que la France avait bien fait de miser sur lui, ironise Mediapart, qui ajoute que Gbagbo, son prédécesseur, représentait visiblement un danger potentiel pour la continuité du système. Comme disait en chœur Machiavel et Hobbes, homo homini lupus, autrement dit, l'homme est un loup pour l'homme. Merci Norbert Navarro. Revue de presse à retrouver comme tous les jours sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse, je vous la rappelle quand même, c'est le www.rfi.fr. 6h57 ici à Paris. Comme tous les jours, nous vous proposons à cette heure-ci de découvrir ou de redécouvrir un artiste de RFI Talent. Aujourd'hui, on vous emmène en Guinée-Conakry pour écouter le griot urbain Djely Moussa Condé avec son titre La Salsa Africana. Wa indiana mo ne wa do nyara bile ko
Africana, extrait de Womama, dernier album de Djily Moussa Condé. Pour en savoir plus, www.rfi.fr/talent. Un nouveau journal tout de suite.